Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette édition de la Revue des Grandes Unes. Allons tout de suite en kiosque avec les journaux parus ce matin. Démarrons donc avec le quotidien La Nouvelle Expression qui met en sa une Fekafou Tombia Roko, radié à vie. L'ex-président de la Fédération camerounaise de football paye le lourd tribut avec une suspension à vie du football pour des faits de malversation qui lui sont imputés. Toujours à la une du quotidien La Nouvelle Expression, le journal parle des marches blanches du MRC, Camto et les autres qui restent en prison. Le tribunal militaire s'est déclaré compétent pour juger ces hommes politiques alors que 62 militants ont été libérés. Le journal parle aussi de ces éboulements survenus à Fokoué. 3 morts dans cet éboulement de terrain. Le drame s'est produit au petit matin du vendredi 12 juillet 2019 au village Yantou. Voilà pour ce qui est du quotidien La Nouvelle Expression. Le quotidien Le Messager qui met en sa une. Après 6 mois de captivité, que cache la libération des militants du MRC, s'interroge le journal, alors que 38 militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun recouvrent la liberté. Le juge militaire, jadis campé sur le déni, persiste et signe qu'il est compétent pour juger les civils. Le journal qui revient aussi sur cette suspension du président de l'ex-président de la FECAFOOT, Tombi Aroko Sidiki, et l'Assemblée nationale, nouveau siège dans tous les tourments, le recasement des familles, plombe le démarrage effectif des travaux. Crise anglophone, pas d'élection avant la fin de la guerre. C'est l'une des exigences que formule le groupe le groupe parlementaire SDF à l'Assemblée nationale. Et puis le journal L'œil du Sahel qui revient sur cette brouille au lycée de Malan. Le proviseur de ce lycée et le président de l'APE en conflit pour une affaire d'argent, manipulation des fonds de cette association sans véritable transparence sans véritable transparence sur la gestion de ces fonds depuis de nombreuses années. Le journal parle aussi de ce retour du choléra à l'extrême nord, un article à lire en page 9 du journal. Le journal Intégration qui parle frontière Cameroun-Guinée équatoriale sur le chantier du mur de l'intégration à l'initiative de Malabo, un long tracé d'une vingtaine de kilomètres traduit un chantier où des engins lourds et des centaines de mains additionnent leurs efforts pour donner corps à une forteresse qui désormais matérialise la séparation entre les frontières. Voilà pour ce qui est du journal Intégration. Le quotidien, le journal Le Soir qui parle de chamboulement dans les sociétés d'État, 17 PCA et 7 DG hors la loi. Le journal fait ainsi allusion à cette dernière actualité indiquant que leur bail à la tête des sociétés d'État est largement dépassé. Le journal Le Jour qui revient aussi sur la corruption électorale. Comment ça se passe d'après les spécialistes? Ce fléau est présent dans toutes les étapes du processus électoral. Le journal qui parle aussi des marchés du MRC, 39 détenus libérés. Le Cameroun, champion d'Afrique de volleyball dames, c'est à la une du quotidien Le Jour. Le journal économique qui parle aussi du Cameroun mal classé dans le Made in Africa du commerce, un article à lire en page 7 et 8 du journal. Le quotidien Cameroun Tribune, extrême nord, nord-ouest et sud-ouest, croisade pour la paix, réunie la semaine dernière au sein d'une nouvelle plateforme dénommée Peace Crusader. Des leaders jeunes, femmes et religieux ont entrepris d'apporter leur contribution concrète au retour à la paix et à la stabilité dans les dites régions. Voilà donc le quotidien Mutation qui met aussi en sa une. Sinistre à la Sonara, des fuites enflammées. Le rapport de la commission d'enquête fait notamment état du non-renouvellement attend de la police d'assurance de cette entreprise. Voilà ce qu'on peut retenir du quotidien Mutation. Le journal Le Repère qui parle de la carte nationale d'identité, l'échec de Mbargangele. Mbargangele, c'est le délégué général à la Sûreté nationale. Le journal faisant ici allusion aux difficultés qu'éprouvent les Camerounais à rentrer en possession de leur carte nationale d'identité. Voilà pour ce qui est donc de la revue de presse de ce matin. Évidemment, allez en kiosque pour vous fournir un numéro et ça fait vivre la presse. À présent, place au débat avec nos deux invités sur le plateau. On va faire comme dans l'armée, on commence par le plus ancien, le doyen Bernard Batana. Bonjour et bienvenue à la revue des Grandes Unes. Alors, bonjour Jean-Paul et bonjour Thierry. Good morning Boya, good morning Bamenda. Je dis un bonjour particulier au président Jean-Pierre Kédi, au directeur Jean-Pierre Kédi, directeur général de l'ARCEL, qui a eu le courage de déposer une lettre pour dire que son mandat est arrivé à expiration. Je pense que quand on pose une bonne action,
il faut la saluer. Bonjour, directeur. Thierry Niopé, bonjour. Bienvenue à la revue des Grandes Unes. Bonjour Jean-Paul, je renvoie la politesse à Bernard Batana en lui disant bonjour. Bonjour aux téléspectateurs de la revue des Grandes Unes qui nous écoutent avec beaucoup d'entrain. D'ailleurs, il y a beaucoup de sympathie à l'endroit de ces téléspectateurs qui ne manquent pas de nous saluer au détour d'un chemin. C'est avec beaucoup de plaisir justement que nous sommes là. Vu que nous sommes dans cette lancée, je préfère dire plutôt beaucoup d'encouragement à ces valeureuses lionnes qui sont désormais championnes d'Afrique en volleyball, même comme c'est un sport qui est renvoyé au calendes grec, alors que le président Biya lui-même avait dit qu'il n'y a pas de sport majeur ni de sport mineur, mais il y a des sports réservés. On ne comprend toujours pas pourquoi le football, qui se porte très mal, d'ailleurs on en parlera certainement tout à l'heure avec la radiation à vie de M. Tombé Aroko des affaires du football. Le football se porte mal, est toujours suffisamment porté au devant de la scène. Et ces lions champions d'Afrique vont rentrer comme si elles n'avaient pas... Qui refusent d'aller à une CAN au prétexte que l'argent qu'on leur a donné pour des primes n'est pas suffisant, alors que ces valeureuses lions qui portent également l'étendard du tricolore national ne sont même pas regardées avec une once de pitié. Vivement que de on n'a même pas su à quel moment ils sont partis en compétition. Voilà. Alors, revenons donc sur cette actualité. Thierry Niopé, vous avez planté le décor sur cette suspension à vie de Tombi Aroko Sidiki à la une des grands quotidiens parus ce matin. Comment comprendre qu'après son départ de la Fédération camerounaise de football, il y a pratiquement 2 ans, c'est maintenant qu'on soulève le dossier? Malheureusement, cette actualité me rappelle effectivement que le Cameroun est géré, comme vous le voyez, parfois... En réalité, c'est un problème de gouvernance. Qu'on le prenne de n'importe quel bout, c'est un problème de gouvernance. Tout le monde savait qu'à l'époque de M. Yaya Mohamed ou de plusieurs autres, notamment l'un qui n'est plus de ce monde, on avait vertement critiqué M. Tombé Aroko, mais on n'a pas compris comment, du jour au lendemain, il a été choisi, encouragé, poussé même au devant de la scène par l'ancien ministre des Sports et de l'Éducation physique, M. Ismaël Bidumpak. Aujourd'hui, il est vomi et rattrapé justement par les frasques qu'on avait dénoncées à l'époque. Mais quand vous écoutez, quand même, quand vous lisez tout ce qui est dit autour de cette affaire et qu'on dise qu'il s'agit là d'un règlement de compte, vous posez effectivement des questions. Parce que quand on vous rappelle, dans un rapport qui, au-delà de cette affaire, quand on vous rappelle que par exemple, l'équipementier des Lions indomptables d'alors, Puma, avait donné des ballons, 6 000 ballons, et que ces 6 000 ballons étaient convertis en argent liquide pour permettre à certaines personnes d'avoir des pots de vin à hauteur de 80 millions de francs CFA. On a de la peine à comprendre comment cela peut se passer au Cameroun. Malheureusement, c'est ce qui se passe au quotidien. L'affaire Tombi Aroko est à l'image du Cameroun, où les gens se permettent de confondre les caisses des différentes structures qu'ils ont en charge de gérer à leur caisse personnelle. Vous vous rendez compte qu'il y a, par exemple, le directeur des affaires administratives et financières qui se retrouve à encaisser près de 132 millions de francs CFA d'avantages indus. Sans justificatif. Quand vous regardez le directeur du cabinet qui se retrouve avec une trentaine de millions sans véritable justificatif, vous vous rendez compte qu'en réalité, l'argent est géré comme à l'emporte-pièce, comme si on n'avait pas de compte à rendre à qui que ce soit, alors qu'il s'agit là de deniers publics qui méritent d'être retracés pour permettre justement... C'est cet argent justement qui malheureusement devait être injecté dans la construction des stades, dans l'équipement des aires de jeu. Malheureusement, rien n'est fait, mais l'argent prend des directions parfois inavouables, parfois inconnu. Mais les gens fonctionnent comme si nous sommes dans un no man's land où tout le monde se permet de faire ce qu'il veut comme il veut. Ce sont des situations, des choses qui méritent d'être décrites avec la dernière énergie, parce que le cas Tombé Aroko interpelle plusieurs autres cas sur la table. Au-delà de Tombé Aroko, au niveau d'Africa Foot, il y a plusieurs autres structures qui malheureusement sont en proie à ces problèmes. Bernard Batana revenait tout à l'heure sur un responsable qui a décidé de déposer sa lettre de démission parce que en fait le temps échoue et est arrivé. Il n'est d'ailleurs pas le seul. Il y a également un autre qui a malheureusement par la suite fait l'objet de plusieurs critiques. Mais pendant ce temps, il y a des directeurs qui ont dépassé largement le temps qui leur était imparti
le temps de bail à la tête de leur direction, mais rien n'est fait, personne ne prend de décision, le chef de l'État qui est censé le nommer ne dit rien à ce niveau. Ce sont des situations qui méritent d'être critiquées, dénoncées avec la dernière énergie. Avec la dernière énergie. Bernard Batana, sur cette actualité, même si vous aurez votre point de vue là-dessus, un proche du président, Tombi Aroko Sidiki, qui a indiqué qu'il va interjecter appel que les faits qui lui sont reprochés sont faux et archi-faux. C'est son droit le plus strict. Lorsque tu es accusé, tu as le droit au moins à la défense. Mais il faut dire que c'est une actualité qui rentre comme un cheveu dans la soupe. Cela vient ressortir l'imbroglio managérial qui a cours depuis la nuit des temps à la FECAFOOT. Vous comprenez que c'est une association. Ils ont toujours dit que non, nous sommes autonomes, nous gérons nos affaires comme nous l'entendons. Mais il semble que cela ne se fait pas toujours selon les règles de l'art. Le football engage beaucoup d'argent et il y a pas mal d'enjeux là-dessus. Maintenant, la partie de Tombi Aroko a beau jeu de dire que mais non, on fait feu de tout bois pour écarter Tombi Aroko de la scène sportive, de la gestion du sport au Cameroun. Leur droit, c'est le droit le plus absolu. D'ailleurs, le comité d'éthique s'est référé à la justice. Parce qu'au-delà de sa sanction, il a une amende de 10 millions à payer. Ça, c'est du temps où il était secrétaire général de la Fédération recours à la justice pour le contraindre à le faire. Et de l'autre côté, la partie Tombi Aroko se défend à travers ses conseillers pour dire que non, on va faire un recours à la chambre. Je crois qu'il y a une chambre de recours au niveau de la FECAFOOT. Mais attendons de voir. Mais cela dénote de la façon peu orthodoxe avec laquelle le football camerounais a été géré. Je pense que ce cas d'école qui est celui de Tombi Aroko devait servir de leçon pour que plus jamais cette gestion calamiteuse n'ait plus cours au sein de la FECAFOOT. Thierry Nyopé, peut-être une dernière question sur cette actualité. La commission d'éthique et de la FECAFOOT qui a rendu ce verdict, est-ce que quelque part cette commission l'a rendu de façon... La suspension à vie quand même, est-ce qu'elle n'est pas lourde cette sanction? Elle a rendu les mains libres en toute âme et conscience sans une quelconque influence au sein de cette instance et même extérieure? Je le disais tout à l'heure, certaines personnes vont clamer qu'il s'agit là d'un règlement de compte, c'est leur droit le plus absolu, mais je continue à croire quand même que quand on questionne les faits, ce sont des gens qui sont proches de la gestion des affaires au Cameroun, des affaires de la Fédération camerounaise de football. Ce sont ces gens-là qui constituent la commission d'éthique. Et je vous rappelle qu'avant que Tombi Aroko ne soit porté à la tête de la Fédération camerounaise de football, il a longtemps été critiqué sa gestion, même en tant que quand même du temps où il était secrétaire général de cette instance fêtière, avait longuement été critiqué. Mais comme vous savez, le football c'est une affaire de lobby. On parlait d'une association tout à l'heure, mais une association dont l'État a un droit de regard, où l'État y injecte d'une manière ou d'une autre également de l'argent. Donc ce sont des deniers publics d'une manière ou d'une autre. L'argent de l'équipementier devrait servir au fonctionnement du football. Donc ce sont des gens qui sont proches de la gestion du football camerounais. Alors les faits peuvent être grossis, mais toujours est-il que nous savons tous que le football camerounais a toujours charrié beaucoup d'intérêts. Il est clair que dans ces intérêts, la Bernard l'a souligné tout à l'heure, il faudrait que l'on comprenne, que l'on voit un peu plus clair. Quand vous écoutiez à l'époque, je crois, Joseph-Antoine Bell, quand il parlait des dénonciations, vous vous rappelez comment les élections du président ou des différents présidents de cette instance fêtière sont souvent menées. Il y a beaucoup de corruption à l'intérieur parce qu'en fait, on parle de grands électeurs, ce qui fait que le président, parfois qui arrive, vous vous rappelez que même il est tenu par Bombou Dioua y est arrivé, mais pas nécessairement parce qu'il est le plus capé, parce que même à ce niveau, beaucoup de personnes ont jugé sa capacité à gérer à bien la Fédération camerounaise de football. Mais au-delà de ces faits-là, il est clair que le gouvernement devrait
taper du poing sur la table pour réorganiser. On l'a vu ailleurs. Des fédérations des fédérations de football ailleurs ont été réorganisées par l'État. Au Nigeria, par exemple. L'État ne peut pas tout faire au Cameroun, malheureusement, mais il faudrait que les gens qui ont la responsabilité de gérer les fonctions pour lesquelles ils sont choisis ou élus fassent ce travail en toute quiétude, parce que ce n'est qu'à ce prix que nous pouvons nous relever, que le Cameroun peut se relever. Bernard Batana, la suspension n'est pas très... Non, mais pour aller à la suite de Thierry, je pense qu'il serait de bon ton, aujourd'hui, au moment où le président Seydou Bombo Njoya prend la tête de la FECAFOOT, que soit organisé un audit. Quel est l'état de la FECAFOOT au moment où le président Bombo Njoya entre en fonction? Quel est le passif? Quel est l'actif de la FECAFOOT? À ce moment précis, il pourra partir dans sa gestion quotidienne sous de nouvelles bases. Il faut que cela soit clair. Il faut qu'on ait un État. Parce que, bon, la commission d'éthique, c'est vrai, ils ont accusé Tombi Aroko de malversation financière, aussi bien que son directeur de cabinet et que ce soit nos responsables financiers. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas un audit qu'ils ont fait. Moi, je pense que pour aller sous de nouvelles bases et que les responsabilités dans le futur soient établies, il faut qu'un audit de la FECAFOOT soit commandé et qu'il soit fait en bonne et due forme. Pour éviter qu'on continue dans cet imbroglio, dans cette gestion tatillonne, dans cette gestion à vue de la FECAFOOT qu'on a connue jusqu'aujourd'hui. Mais à ce niveau, justement, c'est au président de cette instance fêtière d'initier un audit dans ce sens pour savoir exactement ce qu'il a trouvé, pour savoir justement comment fonctionner jusque-là. Et autour de lui, il faudrait justement que cela soit aplani, que cette manière de gérer au football camerounais soit revue et qu'il y ait beaucoup de transparence, parce que justement, quand ça les arrange, ils disent que la fédération, la FECAFOOT est une association, mais quand ça ne les arrange pas, c'est l'État qui est chargé de gérer parfois ou de régler le problème de pots cassés. Vivement que de pareilles situations changent, parce qu'on ne va pas indéfiniment continuer à fonctionner de cette manière-là. On sort donc de ce sujet pour parler des marches blanches. Bernard Batana, des militants du MRC qui ont été relâchés, d'autres restent en prison. Le juge militaire qui se dit compétent pour juger de cette affaire. Comment comprendre qu'après 6 mois, enfin que les mises en cause soient inculpées avec les motifs dont on connaît? Alors, d'abord sur le sujet, la première des choses, il faut qu'on s'accorde sur le nombre de militants libérés. Est-ce 38, 39 ou 62? Je pense ici que c'est la communication du MRC qui est interpellée. Il faut qu'il communique, qu'il dise exactement. Parce qu'un journal a parlé de 62, un autre parle de 38 et un autre encore parle de 39. Voilà, au départ, on ne s'accorde pas sur le nombre exact. L'imbroglio. Il y a, une fois de plus, un imbroglio dans la gestion. Bon, maintenant, pour aller répondre à votre question, c'est déjà des avancées. Et puis quand on lit la presse, on dit, mais ce qu'on a libéré même, c'était des gens qu'on a pris comme ça, des curieux, ceux qui ont des suivistes. En fait, ce n'est pas des vrais militants. Ceux qui sont vraiment impliqués, les vrais militants du MRC n'ont pas été libérés. On a libéré les badauds qui se retrouvaient comme ça au cours d'une marche. Si on s'en tient à ce que la presse dit. Mais moi, je dis, au niveau même du discours officiel, on parle de l'apaisement, on parle de pardon. Je pense, comme tous les autres, qu'il serait de bon ton, au moment où la situation socio-politique est crispée au Cameroun, de poser des actes de décrispation. Des actes forts. Des actes forts de décrispation. C'est-à-dire, en l'occurrence, libérer tout ce qu'on a arrêté dans le cadre de ces manifestations politiques. Mais je constate plutôt que, voilà, le juge militaire se déclare compétent par rapport à ce dossier. Et dit d'ailleurs que la loi lui confère cela. Oui, la loi lui confère cela. Et lorsqu'on regarde les chefs d'accusation, ça va de
de l'incitation à la révolte, à outrage au chef de l'État, en passant par la révolte et autres là. Cela veut dire que si tout se passe bien, ils vont prendre au moins une condamnation à vie. Ce n'est pas du souhait du commun de mortels. Ce n'est pas du souhait de Camerounais. Nous sommes en train d'aborder une période de décrispation, de pardon, une période de dialogue. Nous pensons que pour que le dialogue soit franc, pour que le pardon soit effectif, pour que la situation socio-politique du Cameroun soit décrispée, on doit, en l'occurrence, libérer ces prisonniers politiques. En fait, c'est des prisonniers politiques. Aussi bien que ceux qui sont pris dans le cadre des affaires du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Moi, je pense que ça participe de la discrimination dans le discours officiel que le discours officiel a adopté depuis un bon bout de temps. Thierry? Oui, je partage en grande partie le point de vue de Bernard Watana sur la question, parce qu'on ne peut pas parler de décrispation dans cette ambiance-là. Les personnes qui ont été libérées, peu importe le nombre, c'est une avancée notable et notoire d'ailleurs, mais les cadres qui restent quand vous regardez les motifs pour lesquels ces personnes ont été libérées, on parle de suiveurs, on parle de curieux, on parle de naïfs. En réalité, cela nous renvoie une fois de plus à ce que Bernard a souligné tout à l'heure, qui est militant du MRC, qui ne l'est pas. Un militant, c'est qui? C'est celui qui a sa carte de membre. Est-ce que les gens qui ont été arrêtés, par exemple les journalistes, les 2 journalistes du quotidien Le Jour qui ont été arrêtés dans cette affaire, étaient là parce qu'ils étaient des militants? Non, ils étaient là pour couvrir un événement, peu importe ce qu'on peut mettre à l'intérieur. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont été arrêtées dans ce cadre-là. Parmi le MRC, il y a quelques jours, il y a quelques mois, je crois, quelques semaines, parlait de près de 500 militants arrêtés jusqu'ici. Est-ce que ces personnes étaient réellement des militants? Est-ce qu'ils peuvent justifier de la qualité de membres du MRC? J'en doute fort. La preuve, vous avez vu maintenant, les personnes qui ont été arrêtées, quand on lit les chefs d'accusation qui sont portés à leur dossier, et Bernard l'a souligné tout à l'heure, ils encourent au moins 20 ans. Parce que quand vous lisez la loi sur le terrorisme, il est clair que le tribunal militaire est compétent. Si c'est par rapport à ces faits-là, maintenant, si ce sont des prisonniers politiques comme ils se présentent, c'est autre chose. Maintenant, le président Biya ne peut pas les gracier si le tribunal ne fait pas son travail. Il faut bien qu'il soit condamné pour que le président Biya, fort de ses prérogatives, ou les prérogatives que le confère la Constitution, les gracie. Il ne peut pas demander aussi l'arrêt des poursuites. Il peut en même temps demander l'arrêt des poursuites. Et nous militons justement pour que les cas comme ceux du professeur Maurice Kamto, Richard Pendaï Koka, je veux dire, Michel Ndoki, Célestin Djamène, Albert Djonga, Bernard Djonga. Albert Djonga, voilà, de temps pour non, le président. Et non Bernard Djonga. Voilà, donc, ce sont et même des personnes qui ont été arrêtées dans le cadre de la crise anglophone, vivement que l'on lâche un peu du lest et on les laisse en liberté, parce que même la situation que le président Biya a vécue à Genève est la conséquence de ce que nous vivons aujourd'hui. Parce que si ces gens n'avaient pas été arrêtés pour une quelconque raison, je ne pense pas que les séjours du président Biya auraient été aussi perturbés. Donc, vivement que si on veut que la situation vraiment revienne un peu plus au calme, parce qu'en réalité on le souhaite, il faudrait que la situation au nord-ouest, au sud-ouest soit quelque peu... en fait, que revienne un peu à la normale, que les gens continuent, que les enfants repartent à l'école. Voilà une rentrée qui s'annonce. On est sûr que parti dans cette logique-là, il n'y aura toujours pas de rentrée du côté nord-ouest et du sud-ouest. Ce que nous ne voulons pas. Il faudrait donc que Manchou BBC, qui est d'ailleurs prêt à accompagner le gouvernement dans cette logique-là, soit libéré. Ils sont nombreux comme ça. Il faudrait qu'ils soient libérés pour que, enfin, le dialogue tant annoncé par le Premier ministre, le docteur Joseph John Gouté, valent son présent d'or. Valent son présent d'or. Hein. On parle à présent d'un autre sujet, notamment cette bouille entre le proviseur du lycée de Malam dans l'arrondissement de Ngaoundéré 3e et le président de l'APE, où des fonds sont manipulés et aujourd'hui, pratiquement une enquête de police est en cours. Comment comprendre cette manipulation des fonds de l'APE où
parfois cet argent est sorti pour être prêté à des particuliers et du coup ça cause une certaine brouille au sein des établissements scolaires. On parle de cet établissement où durant 15 ans l'APE n'a rien fait du tout. Pourtant les élèves contribuent, chaque élève contribue chaque année 8 000 francs pour l'APE. Bernard Batana. Non, ça c'est un cas, c'est une illustration de ce qui se passe dans tous les lycées. Ce n'est pas seulement au lycée de Gaoundéré. Dans tous les lycées, il y a un problème entre les APE et l'administration du lycée. Vous savez, partout où des grosses sommes d'argent sont engrangées, il y a toujours des problèmes. Le fonctionnaire, qui est le proviseur, pense que comme il est le chef de l'établissement, c'est lui qui doit gérer. Et le président des APE dit que non, mais c'est de l'argent qu'on a collecté hors du circuit officiel, hors du circuit administratif. Et donc, parce que nous l'avons collecté, c'est nous qui devons gérer. Et généralement, et partout où vous allez passer, il y a toujours eu des problèmes entre les APE et l'administration de l'établissement. Alors, c'est vrai que les textes qui régissent même les APE là, je crois qu'il faut les réviser pour que les choses soient mises au clair et pour que les uns et les autres fonctionnent, travaillent suivant les règles de l'art. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des immixtions malheureuses d'un côté comme de l'autre quant à la gestion des APE. Et en tout état de cause, les APE, nous sommes tous des parents, engagent pas mal d'argent. Beaucoup d'argent, Des budgets colossaux qui sont faits pour apporter un appui à la gestion quotidienne des établissements. Équipements d'infrastructures. Oui, des équipements des infrastructures et autres. Mais au lieu de cela, on a vu des cas où le proviseur et le président de l'APE se le partagent allègrement. Quand ils font les bonnes affaires. Donc moi je pense que c'est un problème sérieux. C'est un problème sérieux qui, à la veille de la rentrée scolaire, il faut que les pouvoirs publics, il faut que le ministre des enseignements secondaires se penche sur le sujet. Qu'un texte bien défini, que les rôles soient bien définis par rapport à la gestion des APE. Les APE ont pour rôle d'apporter, de booster, d'apporter un appui aux établissements scolaires. Mais il faut qu'ils s'en tiennent à ce rôle-là. Parce qu'il y a des émissions malheureuses dans la gestion des APE, entre le proviseur, entre les membres de l'association des parents d'élèves et vice-versa. Donc je pense qu'il faut désormais que de l'ordre soit mis dans ce que, une fois de plus, on appelle un imbroglio managérial au niveau de la gestion des APE. Thierry, autrefois, on avait, l'appellation était tout simple, association des parents d'élèves, point barre. Après, il y a eu association des parents des élèves et des enseignants. Est-ce que ce n'est pas aussi ce nouvel acronyme qui donne certainement beaucoup de pouvoir aussi au chef d'établissement à s'y mixer? On a vu même dans certains établissements où un chef d'établissement a exigé que l'association des parents d'élèves lui achète un écran plasma pour son bureau. Tout à l'heure, on parlait de problème de gouvernance. Dans un pays sérieux, de pareilles associations n'existent pas pour appuyer les établissements, non. L'État a le devoir justement de faire son travail, c'est-à-dire quoi? Équiper les établissements en infrastructure, que ce soit en table-banc, en tableau noir, en bâtiment, matériel didactique. Je dis en tout. Parce que les enseignants sont en principe des fonctionnaires de l'État qui sont payés par le budget de l'État, par le ministère de la fonction publique. Maintenant, il peut y avoir des vacataires. En réalité, c'était des associations qui étaient créées pour accompagner, Bernard l'a souligné tout à l'heure, notamment dans le paiement des enseignants vacataires. Mais cela devrait être le cas pour des établissements, par exemple, situés en périphérie, dans des zones reculées où parfois les fonctionnaires qui savent qu'ils ne dépendent pas directement du proviseur peuvent ne pas aller, ne pas vaquer normalement leurs occupations quotidiennes. Là, on pouvait mettre sur pied de pareilles associations pour accompagner ces proviseurs-là afin de payer quelques vacataires. Mais en ville, je ne trouve pas opportun que de pareilles associations existent. Le ministère des enseignements secondaires devrait prendre, pourquoi pas un test, que d'encadrer Bernard Batana, suspendre définitivement de pareilles associations, parce qu'en réalité, cela est de son devoir, cela est de son ressort, de sa compétence de mettre des infrastructures qu'il faut. L'État on ne doit pas encourager systématiquement l'État
à démissionner de tout par rapport à tout et devant tout. Non, l'État a l'obligation de s'occuper de la gestion, en fait, d'aménager un cadre de vie pour permettre à ses concitoyens de vivre en toute quiétude. Et l'école, on l'a toujours dit, Bernard, est un droit inaliénable à tout citoyen. On ne doit pas vendre le savoir. On ne doit pas le commercialiser comme cela se passe aujourd'hui. Il y a des gens qui se déchirent pour être président d'une association de parents d'élèves ou je ne sais pas quoi. En réalité, cela s'applique beaucoup plus dans des établissements publics. Mais dans le privé, on ne ressent pas cela parce que là-bas, les établissements justement fonctionnent. On paye, le parent paye. C'est pour que son enfant ait droit à tout cela. Il n'a plus l'obligation, quitte à ce que vous mettiez ça dans la pension, on n'a qu'à mettre ça, je ne sais pas où, mais que cela cesse de charrier beaucoup d'intérêts, beaucoup de discussions inutiles. L'État doit prendre ses responsabilités, notamment le ministère des enseignements secondaires, pour arrêter. Voilà, on a l'entame, en fait, on est à l'orée d'une rentrée scolaire. J'espère que d'ici à là, on ne vivra plus de pareilles situations parce que c'est vraiment regrettable pour un pays comme le nôtre où on continue à croire qu'on va accompagner l'État en tout et pour tout, non. Bernard Batana, est-ce que ce n'est pas aussi encouragé par le fait qu'on crée des établissements qui en réalité n'existent que sur du papier et généralement ce sont des élites de la localité qui se battent comme ils peuvent pour offrir qui d'un bâtiment ou d'une salle de classe? Oui, et Thierry l'a dit, cela participe de la démission de l'État. Mais l'État se défend en disant que nous, on n'a pas assez de moyens. Et on connaît même s'il y a des détournements en centaines de milliards. Voilà, on connaît des lycées ici qui sont sur du papier. Vous connaissez Mbopi? C'est un quartier de Douala. Sur du papier, il y a un lycée là-bas. Il y a un lycée en Mbopi. Mais le lycée n'a jamais existé. Mais sur du papier, il y a un lycée. Cela participe de la démission. De la démission des pouvoirs publics par rapport à leur principe, occupation régalienne, à leur fonction régalienne. Parce que l'éducation, comme l'a dit Thierry, c'est une fonction régalienne de l'État. C'est un droit pour un citoyen d'aller à l'école. Un devoir pour l'État de lui octroyer des moyens pour y faire. Bon, maintenant, on arrive dans des situations où l'État dit qu'ils ne peuvent pas aller dans le plus grand hameau éloigné. Ils reviennent donc à l'élite de la place de dire que maintenant, nous, on ne va pas être hors du circuit de l'éducation. On va faire quelque chose. Mais je pense que quand les élites, quand les bienfaiteurs le font, l'État doit reprendre. L'État doit reprendre en tant qu'État régalien. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Thierry a dit qu'il faut supprimer complètement les APE. C'est un mal nécessaire. C'est un mal nécessaire. Dans ce sens que... Mais il faut durcir la loi. Il faut que la loi soit encadrée. C'est un mal nécessaire dans ce sens que ces associations apportent une bouffée d'oxygène aux établissements. C'est très important. C'est vrai que par ailleurs, c'est des parents qui sont estorqués. Parce que quand tu vas d'un lycée à un autre, ici, les APE changent et autres là. Mais il faut qu'il y ait une loi qui encadre que le même montant des APE soit le même dans un lycée X comme Y, dans un arrondissement X comme un arrondissement Y. C'est de cela qu'il est question. Il faut encadrer tout cela. Avec un montant homologué 8. Non mais Bernard, il est clair que le lycée Jos ne sera jamais logé à la même enseigne qu'un lycée qui se retrouve peut-être en Gaoundéro, à Garoua. Mais non, les besoins ne sont pas forcément les mêmes. Au fond de la Sanaga maritime, les besoins ne peuvent pas être les mêmes. C'est la raison pour laquelle l'État a le devoir de s'impliquer justement pour que, vous l'avez souligné tout à l'heure, cela fait partie du devoir de l'État. Aujourd'hui, vous dites bien que l'État argue qu'il n'a pas des moyens. Mais le même État dépense de l'argent tous les jours, tous les ans, pour offrir des véhicules au préfet, au sous-préfet, sans que cela ne dérange personne. Le même État continue à dépenser de l'argent pour acheter des véhicules de service au ministre un ministre se retrouve parfois avec 5-6 véhicules dans son parking. Pourquoi? C'est bon parce qu'il est ministre, alors que cet argent-là aurait pu construire des salles de classe, équiper ces salles de classe en table-banc, en tableau, et pourquoi pas accompagner même certains établissements avec
les enseignants vacataires, là où le problème se pose avec beaucoup d'acuité. Non, Bernard, l'État ne doit pas... La réduction même du train de vie de l'État permettrait de... Cela fait partie justement de ce que je suis en train de décrire là. Si on avait réduit considérablement le train de vie de l'État, il faudrait que cela cesse d'être un discours ou un vœu pieux du chef de l'État dans ses... On le sait. On doit réduire le train de vie. On doit faire ci, on doit faire. Les bailleurs de fonds ont martelé là-dessus. Rien ne change. On continue à offrir les véhicules. Regardez les derniers véhicules qu'on a offerts au sous-préfet et au préfet. Vous croyez que les véhicules d'avant étaient suffisamment mochés? Je ne pense pas. Mais on continue à le faire. Cela ne participe pas de la bonne gouvernance. Il faudrait que de pareilles choses s'arrêtent. Et si ça s'arrête, récemment, il y a la aussi... plus-value peut aller justement pour l'organisation de ces établissements. On peut le faire et le ministère peut justement davantage encadrer là où la nécessité se pose, parce que dans les zones rurales, la nécessité s'impose. Elle s'impose réellement, que ce soit à l'ouest, dans la Sénégal-Maritime, je ne sais pas où, la nécessité se pose, mais pas dans les centres-villes. Juste un dernier sujet, on va aller rapidement à la régie signale qu'on est arrivé au terme de l'émission. Le chantier du mur de l'intégration Cameroun-Guinée équatoriale. Ce titre du journal Intégration, le mur de l'intégration. Oui, c'est un titre commenté. Moi, j'aurais préféré dire le mur de la honte, comme on le dit si bien. Nous l'avons dit ici, qu'au moment où on parle des grands regroupements économiques, le mur là vient chercher quoi? Le mur entre la Guinée équatoriale et le Cameroun vient chercher quoi? C'est la question qu'il faut poser à ceux qui ont initié cet acte que je qualifierais de la honte. Ce mur de la honte. Maintenant, on reste sur cette question. On reste sur cette question. Oui, Thierry Niopé. Non, c'est un mur de la honte. Au moment où la CEDEAO est en train de travailler, avoir une monnaie unique, l'euro, l'éco, même comme cela aura la même parité face à l'euro que le franc CFA, des pays comme... J'ai failli dire un petit pays, mais il n'y a pas de petit pays, comme la Guinée équatoriale, en train de diriger une frontière entre le Cameroun. En réalité, c'est absurde. On ne peut pas parler d'intégration sous-régionale avec un passeport biométrique qui te permettrait d'aller et venir de part d'autre et ériger un paradigme. Cela n'est pas compréhensible. Vivement que nos chefs d'État commencent finalement à avoir le bon sens. Le mur de l'intégration dans la séparation. C'est sur ce note que s'achève donc cette édition de la revue des Grandes Unes. La pensée du jour, quand on suit quelqu'un de bon, on apprend à devenir bon. Mais quand on suit un tigre, on apprend à mordre. Quand on suit quelqu'un de bon, on apprend à devenir bon, mais quand on suit un tigre, on apprend à mordre. La pensée nous vient, cette pensée nous vient d'un fidèle téléspectateur de la Damawa, l'adjudant-chef à la retraite, Amadou Damzal, qui me l'a fait parvenir, un fidèle téléspectateur de cette émission. Nous lui souhaitons d'abord d'ailleurs de continuer à suivre la revue des Grandes Unes. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette édition de la revue des Grandes Unes. Restez scotchés sur les programmes d'Equinox Télévision. La 10-12 le Zénith démarre dans quelques instants.